dans cette actualité très très politique en ce moment. On va faire une petite respiration sur la route, sur les transports, sur la mobilité avec toi, Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Eric, comment vas-tu ? Très bien, j'espère pour toi aussi. Je disais actualité très politique avec les municipales, mais bon, il y a quand même de l'actualité. Oui, il y a toujours le reste de l'actualité, comme on dit, aussi bien sur la route que sur le rail cette semaine, avec plusieurs sujets encore de mobilité à vous raconter. Avec une actualité très marquée aussi par le prix des carburants. Justement, on va en parler dans un instant, mais avant, on va faire un petit tour du côté des actus en ce moment. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence. Présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. Un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. Et dans ta besace à actu que l'on peut retrouver, toujours je le répète, sur laprovence.com, il y a cet article que tu as fait sur ce guide élégance TGV qui fait tâche, qui fait même polémique, on va dire, par rapport aux transporteurs, parce qu'il conseille aux salariés d'avoir des tenues un peu appropriées. Alors, il faut que tu nous décryptes un peu ce qui s'est passé et ce que tu as pu comprendre de ce document. Oui, c'est un document qui fait tâche à la SNCF, Eric, qui a fait surface il y a quelques jours sur les internets, comme on dit. Donc un guide élégance TGV inouï pour donner des conseils d'accoutrement, de maquillage aux salariés, hommes ou femmes de SNCF voyageurs, afin de contribuer à, je cite, une élégance à la française. Ça a créé évidemment la polémique auprès des syndicats et même auprès de la direction de la SNCF qui affirme n'avoir même pas été mise au courant de la sortie de ce document. Alors bien s'habiller, on imagine quand on est représentant pour la SNCF, mais là où ça pêche, c'est au niveau des conseils vestimentaires. On parle d'archétypes morphologiques pour équilibrer, corriger ou affiner la silhouette, et c'est ça qui fait débat. C'est ça, c'est des propos assez surprenants qu'on a retrouvés dans ce document qu'on a pu consulter. Donc il fait 40 pages quand même, il classe les salariés en fonction de la morphologie de leur corps en fait, et le guide leur conseille d'éviter les vêtements trop moulants ou trop amples. Même chose pour les hommes, morphologie en haut, on leur conseille d'éviter un pantalon taille basse ou des matières moulantes. Et plus surprenant, il y a des conseils, par exemple, soyez toujours impeccable avec une coiffure et un rasage entretenu, ne portez pas plus de 3 accessoires, évitez en termes de maquillage les fards noirs qui durcissent le regard, ou même pour l'habillement, on peut lire qu'il faut que les fesses ne doivent pas être moulées dans les vêtements. Tu disais ça a fait réagir, notamment au niveau de la CFDT cheminot. Oui, la CFDT cheminot et Sudra et 2 syndicats différents ont adressé un courrier à Alain Krakowicz, le patron des TGV et des trains intercités. La CFDT a décrit un document infantilisant et discriminatoire envers les salariés. Elle a appelé à son retrait immédiat. Sudrail a écrit que nulle part il n'est stipulé que les cheminots et cheminotes auraient l'obligation d'adapter leur corps, leur silhouette ou leur apparence aux exigences esthétiques de l'entreprise. Il a dénoncé une dérive grave, un discours sexiste, grossophobe, déclaré qu'on se croirait revenu dans les années 60 en lisant ce document. Ce qui a fait évidemment réagir sur les réseaux sociaux Alain Krakowicz. Il a indiqué avoir demandé la dépublication de ce document, rappelant que ce ne sont je cite, ni nos valeurs ni nos méthodes vis-à-vis de nos agents. Et on a appris ensuite qu'une enquête interne avait été ouverte pour savoir comment même ce document avait pu être rédigé et publié au sein de la SNCF. Allez, la suite de l'actualité, c'est les bornes de recharge. Alors pourquoi on va parler des bornes de recharge ? Parce qu'elles sont victimes de vol, et un vol un peu particulier, parce que dans les bornes de recharge, il y a du cuivre. Voilà, et voilà, merci. Cuivre qui intéresse, on le sait, les voleurs. C'était déjà le cas avant sur d'autres réseaux, y compris le ferroviaire. Et cette fois, alors on savait depuis un petit moment que dans certaines régions, ils se penchaient effectivement sur ces bornes de recharge pour trancher tout simplement les câbles et en récupérer le cuivre. Et le phénomène, je l'ai appris, est arrivé dans notre région. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de bornes qui auraient été récemment impactées ? Non, alors c'est compliqué il y a un peu une omerta, j'ai pu le constater, les opérateurs sont assez peu enclins à en parler, ça fait pas une très bonne pub, c'est pas une très bonne presse de parler de ça, mais on a quand même eu quelques infos. On a appris notamment que l'aire de Rousset sur l'autoroute A8, qui est gérée par Vinci Autoroute, a vu 25 de ces bornes de recharge être dépouillées de leurs câbles. Alors c'est quand même une grosse aire d'autoroute, donc c'est un vol impressionnant.
maintenant. Et depuis, Ionity, qui est l'opérateur de ces bornes, a remplacé les câbles, les a renforcés, a même installé du gel à l'intérieur, ce qui fait que, un peu comme les billets de banque, si tu veux, pour les voleurs qui s'attaquent aux distributeurs, voilà, si on les tranche, on est marqué par le. Ah oui, le tout à fait, gel. effectivement, oui, c'est un dispositif de sécurité. Et écoute, merci voilà, pour cet éclairage sur le cuivre arraché sur les bornes de recharge. On reste dans l'automobile, mais on va justement quitter l'électrique, parce qu'on va s'intéresser au thermique et à la réparation, et notamment cette initiative, j'ai envie de dire, du côté de Gardanne, avec un nouveau garage solidaire pour les gens qui sont dans le besoin. C'est un article à retrouver très intéressant sur laprovence.com que tu as écrit justement la semaine dernière. C'est ça, alors on s'est penché avec les collègues du service reportage de la Provence sur plusieurs initiatives d'entraide dans le cadre des élections municipales. Et donc parmi ces initiatives d'entraide, il y a donc ce garage à Gardanne mis en place par la régie du Pays d'Aix, qui est une association. Garage éco-solidaire, il y en a assez peu finalement dans la région. Il y en a un à Marseille, il y en avait un Sisteron, il a récemment fermé, il y en a un sur Avignon aussi. Un garage éco-solidaire, c'est quoi ? Ouais, en fait, il propose des pièces de récupération à ses clients. Pas toutes les pièces, évidemment, pas les freins par exemple, mais certaines, on peut utiliser un alternateur de récupération et ça permet de diviser le prix des pièces de moitié, ce qu'ont expliqué les gérants de ce garage, qui proposent donc des tarifs moins élevés pour certains clients dans le besoin, qui lui sont envoyés par exemple par France Travail s'ils ont besoin de leur voiture. Oui, parce que qui sont les clients ? Est-ce que tout le monde peut y aller ou alors il faut... Oui, tout le monde peut y aller, c'est justement grâce à ça que le garage peut proposer des tarifs D'accord. plus bas aux personnes dans le besoin. En fait, si quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent se rend dans ce garage, il va payer le même tarif qu'ailleurs. Mais une personne en difficulté bénéficiera de réduction. Par exemple, la main-d'œuvre lui sera facturée 45 € de l'heure, Ouais. contre ailleurs, c'est plutôt dans les 70 € minimum. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est une bonne initiative. Voilà, si vous avez besoin d'une petite réparation et que vous hésitez par rapport au prix, de se renseigner. Donc, du côté de Gardanne, c'est quoi le nom tu peux le rappeler peut-être ? Le nom, c'est simplement le garage solidaire, avenue des Chasséens, dans une zone industrielle de l'Avon, à Gardanne. D'accord, écoute, merci beaucoup. Voilà pour les actus de la semaine. Et le dossier du jour, j'en parlais évidemment, c'est le prix du carburant aujourd'hui à la pompe, depuis maintenant 2 semaines à peu près. Vous avez pu le remarquer, le constater, le déplorer, voilà, la hausse du prix du carburant avec le contexte international qui a un impact sévère sur le prix de l'essence. Et justement, Quentin, tu essaies de chroniquer quotidiennement voilà, les différentes évolutions, les différents éléments d'actualité sur le sujet. Et tu as fait aussi quand même un gros dossier sur voilà, ces changements récents avec un prix à la pompe qui, voilà, les choses évoluent très rapidement. Mais voilà, ce qui dénote, ce qui marque en ce moment, c'est que le prix du gasoil à 2 € le litre, c'est la grosse tendance en ce moment. Ouais, on a suivi la situation, Eric, ces derniers jours, parce que c'est vrai que vous l'avez certainement constaté, sur les totems des stations-service, les prix du carburant, les prix du litre ont littéralement bondi, en particulier pour le gazole, qui a dépassé en moyenne 2 € le litre, une barre symbolique à l'échelle nationale, et en Provence aussi, dans les Bouches-du-Rhône, selon les données gouvernementales, il a atteint en moyenne près de 2,10 € le litre, contre 1,99 € pour le samplon 95 E10. Dans les autres départements de Provence, c'était un petit peu moins, mais bon, quand même assez cher, 1,98 € le gazole en Vaucluse, 1,93 dans les Alpes d'Haute-Provence. Autant dire que les automobilistes ont fait la grimace au moment de faire le plein. Un prix à la pompe qui flambe. Alors justement, tu es à la rencontre des automobilistes, tu as fait différentes stations, le constat qu'ils font, eux, et surtout, qu'est-ce qu'ils te disent ? Le constat qu'ils font, c'est qu'ils sont bien obligés de faire le plein. J'ai rencontré notamment une aide à domicile qui me disait, pour mon travail, je suis littéralement obligé de prendre la voiture pour naviguer entre le domicile des bénéficiaires, mais ce qui fait que ces gens ne vont plus prendre leur voiture pour leur loisir, sur leur temps libre. Ils me disaient, chaque semaine j'en ai pour 60 € de carburant, donc le week-end je n'utilise plus ma voiture. Et tu as rencontré aussi tu as interrogé des professionnels de la route qui sont évidemment aussi impactés par cette hausse du carburant. Beaucoup de secteurs sont touchés finalement, le transport routier, les chauffeurs de taxi, les auto-écoles, le transport de voyageurs aussi. Pour le transport routier par exemple, le gazole a bondi entre
18 et 20,3% de hausse selon le comité national routier, ce qui fait que plusieurs interlocuteurs m'ont dit que la situation était compliquée pour certaines entreprises dans un contexte déjà morose. Par exemple, Jean-Luc Delabre, délégué régional de l'Union des entreprises de transport, m'a indiqué qu'un coût mensuel par poids lourd était désormais estimé entre 650 et 750 euros pour le carburant. Et pour les auto-écoles, par exemple, j'ai interviewé Patrice Bessonne, président de la filière enseignement de la conduite chez Mobiliance, sponsor de ce podcast par ailleurs, qui m'a expliqué le coût par mois par véhicule et l'inquiétude qui s'empare du secteur. Je vous propose de l'écouter dès maintenant. Nous, on répercute le coût. In fine, c'est le consommateur qui paye. Pour une entreprise, c'est toujours comme ça. Alors, on essaye d'absorber tant que c'est possible. Là, on va voir, pour l'instant, l'augmentation est faible au niveau de la pompe. Mais malheureusement, si la guerre perdure et que les augmentations arrivent de façon plus franche, à la pompe, on sera obligé de répercuter le coût. Patrice Bessonne, président de la filière auto-école à l'échelle nationale chez Mobiliance et d'ailleurs gérant d'auto-école Varrois. Mais voilà, cette inquiétude liée à la hausse du carburant, elle touche aussi les taxis. J'ai échangé avec Rachid Boudjema, président du syndicat des taxis marseillais, qui me disait qu'un taxi consomme en moyenne 5000 litres de gazole par an et que certains taxis pouvaient commencer à rationner un petit peu leurs déplacements, voir ce qui était le plus rentable. C'est la tendance en ce moment dans le secteur au vu du prix des carburants. Alors justement, le prix de ces carburants, ça interpelle les automobilistes. Il y a des contrôles, effectivement, quand même, pour vérifier s'il n'y a pas tromperie sur la marchandise, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc appelé un plan de 500 contrôles de stations-service en France non pas pour contrôler les marges des stations-service, mais plutôt pour vérifier si les prix affichés sur les totems sont les mêmes que ceux transmis par les gérants à l'État. Ouais, sur les totems, sur les grands affichages, c'est ça, l'entrée de la station. Exactement, pour voir s'il n'y a pas de tromperie envers les automobilistes, en fait. Et ces contrôles, il y en a eu exactement 513 dans toute la France. 5% des stations ont été sanctionnées, avec à la clé des amendes qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. En Provence, dans les 3 départements, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Alpes de Haute-Provence, 23 stations ont été contrôlées et 13% ont été sanctionnées, ce qui représente finalement assez peu de stations, seulement 3. La sanction, on a une idée de ce qu'elle est en fait ? C'est très variable en fait, ça peut être, comme nous l'a expliqué la répression des fraudes, 1500, 2000 euros d'amende ou beaucoup plus si la station est en récidive en fait et fait preuve parfois de mauvaise foi. Je crois que c'est le ministre du Commerce qui a annoncé un montant maximal de 300 000 euros d'amende. Et justement, cette hausse du carburant va peut-être finir par convaincre certains automobilistes de passer à l'électrique. On ne fait pas de prosélytisme ici dans Ça roule Quentin, mais bon, forcément, c'est un argument de poids quand le carburant augmente pour ceux qui veulent passer à l'électrique. Bah, justement, tu as fait un test récemment, parmi les autres tests, tu as fait le test de la C5 Aircross toute électrique. Je ne me trompe pas. C'est la nouveauté du dernier Citroën C5 Aircross qui a été commercialisé il y a quelques mois. Il est donc décliné en hybride mais aussi en 100% électrique, y compris avec une version à grande autonomie, 680 km annoncée par Citroën. C'est pas mal, effectivement. C'est plutôt un bon chiffre qui permet de faire de la route. Dans la réalité, j'ai pu le voir lors de mon essai, c'est quand même un peu moins. Ah oui. Ouais, la faute à une consommation d'énergie plutôt élevée. Alors j'ai pris la route avec cette voiture, j'ai fait Marseille-Avignon aller-retour, puis j'ai aussi un peu navigué autour de Marseille et j'ai constaté une consommation, notamment sur autoroute, de 22,3 kWh au 100 km/h. Ça vous parle peut-être pas, malheureusement, c'est comme ça qu'on exprime la consommation des voitures électriques, mais ça correspond à la consommation d'un SUV assez lourd, assez massif comme celui-ci, mais si on fait le calcul, ça réduit l'autonomie réelle à 435 km puisque la batterie de cette voiture fait 97 kWh. Mais 22 kWh pour 100 km, bon, on peut le transvaser, ceux qui connaissent 1,5 litre pour... c'est l'équivalent. Mais 22 kWh, est-ce que c'est une bonne moyenne sur 100 km ? Alors on peut avoir pire, si on a le pied lourd sur l'accélérateur, clairement la consommation peut vite s'envoler et dépasser les 30 kWh au 100 km, là c'est énorme. 22 c'est plutôt dans les clous pour un SUV comme celui-ci, mais
Comme je te le disais, Eric, si on fait le calcul, ça réduit l'autonomie à 435 km au lieu des 680 annoncés. Effectivement. Et donc ça oblige de recharger plus souvent Ouais. la borne. Or, la recharge ne va pas aussi vite qu'annoncé par Citroën, en fait, j'ai pu le constater. Ah oui, ça aussi. Citroën annonce une puissance de 160 kW pour passer de 20 à 80% en 30 minutes. Je me suis branché sur plusieurs bornes lors de mes arrêts recharge, j'ai jamais atteint cette puissance, clairement. J'ai atteint les 100 kW. Ce qui est pas mauvais, mais j'ai quand même à chaque fois passé une quarantaine de minutes pour récupérer l'autonomie qui me permettait de reprendre la route, quoi. Oui, ça c'est une donnée toujours à prendre en compte, hein. Si on passe en tout électrique, c'est la durée de recharge sur ce modèle. Bon, on la connaît, hein, la petite bouille sympathique de ce C5 Aircross. On est en tout électrique, mais c'est toujours la même forme. On est toujours sur ces formes un peu arrondies en forme SUV, quoi. Ouais, alors ils ont fait un design un peu plus futuriste que le précédent modèle. Je sais pas si tu t'en souviens, Eric, mais c'était pas le plus vilain, honnêtement. Il était plutôt sympa à voir. Là, ils se sont inspirés d'un concept car dévoilé en 2024 au Mondial de l'Auto. J'y étais d'ailleurs, cette présentation, je me rappelle très bien. Et ils sont restés assez fidèles au concept car avec des bandeaux LED en guise de feu à l'arrière notamment, et un look assez musclé. Voilà. Avec de bonnes dimensions, hein, parce que 4,65 m de long, 1,94 m de large, ouais, on est sur un SUV assez costaud au niveau taille. Ouais. Comme je le dis dans mon article, il m'a donné quelques sueurs froides lors des manœuvres, y compris dans le parking du centre bourse à Marseille. Je n'ai pas fait d'accrochage. C'est le moment de dire la vérité, Quentin. Non, je l'ai rendu totalement intact, mais c'est vrai qu'il faut être précautionneux. Ouais, il faut avoir être agile et rouler doucement aussi. Sur l'autonomie et du coup l'aisance à bord, le confort, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce C5 Aircross électrique? Alors c'est là où il est bon, c'est que voilà, en termes de confort, on a des sièges matelassés à double densité de mousse. C'est la spécialité de Citroën en fait, et donc ils offrent une excellente assise. On peut enchaîner les kilomètres sans aucun problème à bord, et puis on a de la place à l'arrière, clairement. Les passagers sont bien lotis, ils ont vraiment de la place pour les jambes. Ce qui est dommage par contre, c'est que l'ancien C5 avait 3 sièges indépendants, c'est quand même sa particularité. Ce qui n'est plus le cas maintenant. On a une banquette classique, banquette inclinable, avec un siège un peu plus étroit au milieu, quoi. Mais bon, on a un bon volume de coffre aussi, ça c'est à souligner, 651 litres contre 580 auparavant. Oui, donc effectivement, ça aussi c'est pas mal. En bonne progression, ouais. Et puis alors, je reviens sur le confort, mais la voiture a également des suspensions à butée hydraulique progressive. Donc pareil, c'est la signature de Citroën. La signature de Citroën, ouais. Malheureusement, alors il est confortable ce SUV, mais on n'a pas l'effet tapis volant qui est promis. Je trouve, par exemple, en passant sur les fameux raccords de la passerelle A557 à Marseille, les connaisseurs verront. Voilà, on est assez secoué, je trouve. Personnellement, ça m'a marqué. D'accord, peut-être aller moins vite, non? Je roulais à 70 km/h. D'accord. Cette passerelle, peu importe la voiture, me donne l'impression de me prendre un mur. Donc, d'accord, je vois. Peut-être faudrait faire quelque chose. Outre ce petit aspect tapis volant que tu aurais bien voulu retrouver, ton jugement global sur ce C5? C'est plutôt une bonne voiture, c'est plutôt une réussite quand même, mais voilà, on aurait aimé une consommation un peu moindre d'énergie et un confort un peu plus poussé quand même. D'accord, tu t'attendais à mieux à ce niveau-là. Ouais, et aussi une qualité de finition meilleure quand même. J'ai constaté des bruits de mobilier assez présents, des grincements. Bon, on est sur une voiture neuve, c'est quand même un peu dommage. Et une finition quand même assez moyenne avec beaucoup de tissus et plastique basique sur le tableau de bord. Pour une voiture à ce prix, c'est dommage. Alors justement, le prix, tu fais la transition. Quel est le prix de ce C5 Aircross électrique? Alors on n'a pas encore les prix de la version que j'ai essayé avec la grande autonomie. Par contre, la version avec 520 km, ce qui est déjà pas mal, est facturée à partir de 40 280 € en finition de base. J'ai jusqu'à 46 290 € en finition max la plus élevée. Ce qui peut paraître élevé, mais bon, pour un SUV familial, ce qui n'est pas non plus choquant, je trouve. Par rapport à la gamme de prix des autres modèles, c'est dans la norme. Et puis, on peut déduire du prix le bonus écologique, le fameux coup de pouce gouvernemental, dont le montant varie désormais de 3 500 à 5 700
€ selon votre niveau de revenu, voire plus, puisque la batterie de ce C5 est assemblée en France, donc éligible à un bonus supplémentaire. D'accord, en effet. Bon, il y a des petits atouts quand même à prendre en compte si vous voulez vous pencher sur ce C5 Aircross électrique. Je rappelle d'ailleurs, le test est à retrouver sur laprovence.com et sur toutes les photos, parce que voilà, c'est ça aussi, on parle d'un véhicule, mais c'est aussi bien de le voir. Écoute, merci beaucoup Quentin pour toutes ces petites infos, ce dossier sur le carburant. Merci à toi Eric, ravi d'avoir partagé ça avec toi et avec vous encore une fois. Merci de nous écouter. À très bientôt. Ciao Eric, à bientôt.